Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui, une fois terminée, vous fera peut-être dire « Comment a-t-on pu laisser ça arriver ?» Un homme que l'on croyait totalement incapable de penser. Cloué dans un fauteuil roulant, se nourrissant de ses propres excréments, silencieux pendant des années dans un hôpital psychiatrique. Les médecins ont affirmé qu'il ne représentait plus aucun danger. La justice a décidé qu'il méritait d'être libéré. Et quelques mois après sa remise en liberté, il a tué 3 personnes. En 7 jours. Sans aucun signe avant-coureur. Sans mobile apparent. 2 des victimes étaient des enfants et aucune n'a eu le temps de demander de l'aide. Son nom, Pierre Baudin. Mais en France, on le surnomme Pierrot le Fou. Un surnom étrange, mais l'histoire qui l'accompagne est encore plus dérangeante. Ce n'est pas juste un fait divers. C'est la preuve brutale que quand la justice se trompe d'évaluation, les conséquences ne se lisent pas sur un dossier, elles s'inscrivent dans une tombe. Et quand vous aurez entendu cette histoire jusqu'au bout, vous vous poserez peut-être la question suivante, qui était vraiment fou, le tueur ou le système qui l'a laissé sortir? Partie 1. Le fou qui dormait ou qui faisait semblant de fermer les yeux? Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui ne marche plus, ne parle plus, ne réagit plus, et qui n'est plus vraiment un homme, juste une ombre vivante? Un homme assis, immobile dans son fauteuil roulant. Ses lèvres bougent lentement, comme s'il discutait avec des fantômes. On le nourrit à la cuillère, on lui nettoie les couches. Et petit à petit, tout le monde finit par le plaindre. On l'appelait Pierrot. Un surnom d'enfant, presque mignon. On disait « Il est inoffensif. » Pauvre homme. Pierre-Fernand Baudin est né en 1947, 11e enfant d'une famille de Yéniche, un peuple nomade de la région d'Alsace. Il grandit en marge, sans école, sans cadre, sans règles. Seulement la rue et la violence. Son casier judiciaire est long comme un roman noir, vol, viol, agression. En 1969, il entre en prison pour la première fois. Et puis, encore et encore. Comme si les barreaux faisaient partie de son habitat naturel. Mais en 1976, quelque chose change. En plein procès, Pierre s'éteint soudainement. Il ne parle plus. Il ne bouge plus. Il ne répond plus. On le transfère en hôpital psychiatrique. Et là, il commence à manger ses excréments. À peindre les murs avec. À murmurer sans fin. Un jour, une infirmière l'a entendu souffler. « Je suis mort, tu entends? Je suis déjà mort. » Les médecins y croient. Le diagnostic tombe, schizophrénie profonde, irresponsabilité pénale. On lui attribue 80% d'invalidité. Tout est signé, tamponné, validé. Plus personne ne remet en question son état. Qui pourrait survivre ainsi, pendant des années, sans vraiment être fou? Mais une infirmière se souvient encore aujourd'hui. Un soir, j'ai vu son regard derrière la porte entr'ouverte. Une seconde à peine. Mais dans ces yeux-là, j'ai vu quelqu'un de pleinement conscient. Pierre Baudin était-il vraiment malade? Ou jouait-il simplement le rôle de sa vie? Et si vous pensez connaître la réponse, rappelez-vous ceci. Le monstre le plus dangereux n'est pas celui qui hurle. C'est celui qui vous observe en silence. Partie 2, 7 jours, 3 victimes, des vies fauchées dans le silence. En juin 2004, à peine 3 mois après sa libération, Pierre Baudin a replongé dans une spirale de violence. En seulement 7 jours, 3 personnes, une petite fille, une adolescente, une femme adulte, ont perdu la vie dans des circonstances brutales. Aucun lien entre elles. Aucun mobile apparent.
Juste des victimes choisies au hasard et exécutées sans pitié. Voici leurs histoires. Pas des noms dans un dossier, mais des vies réelles, interrompues sans raison. Un Jeanne-Marie Keglin, 10 ans. Jeanne-Marie vivait à Rhino, un village calme de la région Alsace. Enfant vive, curieuse et gentille, elle aimait faire du vélo, ramasser des fleurs, explorer les chemins de campagne près de chez elle. Le 18 juin 2004, vers la fin d'après-midi, elle demande à sa mère la permission d'aller faire un petit tour en vélo, comme elle le fait souvent. Il fait beau, la campagne est tranquille. Rien d'inquiétant. Mais Jeanne-Marie ne rentre jamais. Sa famille alerte la police en début de soirée. Des dizaines d'habitants participent aux recherches. On retrouve son vélo abandonné près d'un fossé, mais aucune trace d'elle. Son corps n'est retrouvé que le 29 juin, dans un bois isolé à Valves, à plus de 15 km de l'endroit où elle a disparu. Elle a été étranglée, dénudée et présente des traces d'agression sexuelle. Les analyses médico-légales indiquent qu'elle est morte le soir même de sa disparition. Son petit corps, recroquevillé, montre des signes de lutte. Pas de témoins. Pas de caméra. Le monstre a frappé en silence. 2 Edwige Vallée, 38 ans. Edwige vivait seule à Obernai. Employée de magasin, connue comme une femme discrète, serviable, aimant les animaux. Une routine tranquille, sans histoire. Le 21 juin, au matin, elle quitte son domicile à pied pour attraper son bus habituel. Un trajet de quelques minutes, en plein jour. Elle ne revient jamais. Le lendemain, son corps est découvert près d'un chemin forestier à Indicem, à 7 km de chez elle. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, principalement au cou. Aucun signe d'agression sexuelle. Rien n'a été volé. Un meurtre soudain, froid, sans mobile clair. Edwige n'avait aucun lien avec ses agresseurs. Mais elle avait une habitude, le même trajet, à la même heure. Un profil parfait pour un prédateur comme Bodin, qui rôdait souvent dans la région. 3 Julie Charche, 14 ans. Julie vivait à Dambach-la-Ville, adolescente douce, réservée, passionnée de dessin. Elle portait toujours un sweat à capuche, même en été. Très proche de sa famille. Le 25 juin, vers 18 h, elle quitte la maison de sa grand-mère pour rentrer chez elle à pied. Une courte distance, quelques rues à traverser. Elle disparaît en chemin. La police intervient rapidement, car la tension est déjà palpable dans la région après les 2 précédents drames. Mais malgré des recherches intensives, Julie reste introuvable. Le 3 juillet, son corps est retrouvé dans un terrain boisé à Notaltan, à 20 km de l'endroit où elle a disparu. Elle a été étranglée, avec des signes d'agression sexuelle. Une main tuméfiée suggère qu'elle a été attachée ou traînée. Son corps est partiellement dissimulé sous des branches. Mais cette fois-ci, le tueur a laissé des traces. De l'ADN masculin est retrouvé sur elle. Du sang de Julie est identifié dans une vieille camionnette appartenant au frère de Pierre Bodin, un véhicule dans lequel Pierre vivait à l'époque. Les analyses génétiques sont formelles. Bodin est impliqué dans le meurtre de Julie, et bientôt, ses empreintes ADN sont retrouvées également sur les 2 autres victimes. Il est arrêté le 30 juin 2004. 3 victimes. 3 âges. 3 histoires sans lien, si ce n'est un choix funeste, avoir cru qu'on pouvait marcher seul, en plein jour, dans un pays civilisé. Leur seul tort, avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Partie 3 Pierre Bodin devant la justice, quand, le fou, fait face au droit. Le 30 juin 2004, après plus d'une semaine de traque intense, la police française met la main sur Pierre Bodin. Mais le plus surprenant, ce n'est pas son arrestation, c'est le fait qu'il ne s'était même pas enfui. Caché dans un petit village près de Sélestat,
assis sur une chaise en plastique à côté d'un vieux fourgon appartenant à son frère, Bodin reste immobile. C'est justement ce fourgon qui sera plus tard identifié comme le lieu où Julie Charche a été séquestrée et assassinée. Un enquêteur témoignera. Il nous regardait comme si c'était lui qui venait nous arrêter. Des preuves irréfutables, ADN, sang, peau, cheveux. Immédiatement après son arrestation, un prélèvement ADN est effectué. Résultat, l'ADN de Bodin correspond à 100% avec celui trouvé sur le corps de Julie Charche. Les enquêteurs élargissent alors les analyses aux deux autres affaires. Sur le corps de Jeanne-Marie Keglin, 10 ans, on retrouve un cheveu et des cellules épithéliales, tous deux appartiennent à Pierre Bodin. Sur le corps de la deuxième victime, Edwige Vallée, une trace de peau humaine sous les ongles confirme qu'elle s'est défendue et qu'elle a griffé son agresseur, Bodin, encore une fois. L'enchaînement est désormais clair. 3 victimes en 7 jours par le même homme. L'expertise psychiatrique, mascarade ou vraie maladie? L'avocat de la défense exige une nouvelle expertise psychiatrique, mettant en avant plus de 20 ans de dossiers médicaux, automutilation, mutisme, comportements fécaux, refus de manger, hallucinations prétendues. Mais cette fois, les experts ne se laissent pas duper. Pendant 3 mois, ils observent Pierre Bodin sous tous les angles, comportement, réaction émotionnelle, tests cognitifs. Leur verdict est sans appel. Pas de schizophrénie. Pas de délire ou d'hallucination. Une capacité pleine et entière à comprendre ses actes. Il conclut qu'il souffre éventuellement de troubles de la personnalité antisociale, mais ne présente aucun trouble mental altérant sa responsabilité pénale. Bodin peut donc être jugé comme une personne saine d'esprit. Le procès de Strasbourg, une salle d'audience figée par l'horreur. Le 25 juin 2007, la cour d'assises de Strasbourg ouvre le procès. Toute la presse française est présente. L'ambiance est glaciale. Les familles des victimes sont là, certaines pour la première fois face à l'homme qui a tué leurs proches. Pierre Bodin entre. Silencieux. Sans expression. Le président lui demande. Reconnaissez-vous les faits? Il répond. Je ne me souviens pas. Tout au long des audiences, il garde le silence. Aucun mot d'excuse. Aucune larme. Rien. Un journaliste écrit. Son visage était un mur. Ni haine, ni regret, ni culpabilité. Juste du vide. Les familles brisées, je ne veux pas d'excuses, je veux qu'ils ne sortent jamais. Une mère prend la parole. C'est celle de Jeanne-Marie. Je ne veux pas qu'il s'excuse. Ma fille est morte. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à quiconque. Les preuves sont accablantes. ADN sur 2 victimes. Sang retrouvé dans le fourgon. Morsures et griffures correspondant à ces blessures. Données téléphoniques plaçant Bodin sur les lieux. La défense n'a plus rien à dire. Même ses avocats finissent par reconnaître qu'il est inexcusable. Le verdict, prison à perpétuité sans possibilité de libération. Le 3 juillet 2007, après 10 jours de procès, le jury rend son verdict. Prison à perpétuité incompressible. Sans remise de peine. Sans libération conditionnelle. Sans appel possible. Bodin restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Indignation nationale, comment a-t-on pu libérer un tel homme? L'opinion publique française explose. La question n'est plus « Pourquoi a-t-il tué ?» mais bien « Pourquoi a-t-il été relâché en mars 2004, malgré son passé ?» Il avait déjà été condamné dans les années 70 et 80 pour tentative de meurtre, viol, séquestration. Puis transféré en hôpital psychiatrique et libéré sur la base d'un diagnostic rassurant.
Et voilà le résultat, 3 morts. Une enquête parlementaire est ouverte. Le ministère de la Justice annonce une réforme du système d'évaluation psychiatrique des détenus dangereux. Des mesures sont proposées. Création d'un fichier national des personnalités à risque élevé. Interdiction de libération anticipée pour les multirécidivistes violents. Évaluation par des experts indépendants, hors du système hospitalier. Pierre Baudin, un fou ou un manipulateur froid et méthodique? On se demande encore aujourd'hui. Était-il vraiment fou ou a-t-il passé 20 ans à jouer la folie, à attendre son heure, à tromper le système? Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais crié, jamais frappé, jamais menacé. Il a seulement attendu, observé et agi au moment où personne ne s'y attendait. La folie, dans son cas, n'avait pas besoin de hurler. Elle chuchotait. Et c'est peut-être ce qui la rend encore plus terrifiante. Partie 4. Conclusion, un fou. Ou une société déraillée? Aujourd'hui, Pierre Baudin purge toujours sa peine de réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune possibilité de libération. Il est détenu dans une prison de haute sécurité à l'est de la France. Depuis sa condamnation, il n'a exprimé aucun remords, aucune excuse, aucune parole adressée aux familles. Il se terre dans le silence, tout comme il l'a fait durant les années où il préparait ses actes. Mais son silence n'a jamais apaisé les esprits. Parce que cette affaire dépasse la simple folie d'un individu. C'est un symbole d'échec institutionnel. Un exemple tragique de ce qui peut arriver lorsque la science, la justice et l'administration se trompent ensemble et qu'un homme, jugé inoffensif, s'avère capable du pire. 3 victimes. 3 vies volées en une semaine. 3 familles détruites à jamais. Pierre Baudin était-il fou? Peut-être. Mais pas fou comme dans les films. Pas cette folie explosive, incohérente et incontrôlable. Non. Il était froid, silencieux, rusé. Il a joué la folie, manipulé les diagnostics, profité du doute. Et c'est là que réside la véritable horreur. Ce monstre a pu exister, parce qu'on a voulu croire qu'il n'en était pas un. Alors, la vraie question n'est plus pourquoi a-t-il tué? Mais plutôt, comment a-t-on pu le laisser faire? Et si un jour, notre société commet à nouveau la même erreur, aurons-nous le courage d'en assumer les conséquences, avant qu'il ne soit trop tard? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Parlez-en. Car parfois, le mal ne vient pas du chaos, mais des failles autorisées par notre propre système. On se retrouve très bientôt, dans une nouvelle histoire vraie.